Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de Nokere course. J'espère que j'ai pas trop mal prononcé l'épreuve belge. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de cette épreuve. Top, flop comme d'habitude, pas de résumé. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, c'était pas toujours extrêmement clair. Et puis au bout d'un moment, en fait, j'ai été faire d'autres trucs pendant 3-4 minutes. Mais en gros, j'avais quasiment rien sur ma feuille en termes de résumé. Donc j'allais pas faire un résumé avec genre 3 infos ou 4 infos, c'était pas très intéressant. J'étais happé par la course, mais en fait, c'était souvent des petites attaques, pas forcément des grosses offensives qui duraient 5 minutes, 10 minutes, même pas. Donc c'était pas forcément très intéressant à tout noter, parce que soit c'était 3 infos, soit c'était 40 pages de résumé. Donc c'était pas forcément évident. Déjà, Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, les résumés seront très longs. Donc voilà, du côté de Nokere, on va faire plus simple. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Vous pouvez également faire un super thanks. Et ça se passe dans les commentaires. Et c'est seulement si vous avez les moyens. Du côté de... Quand vous vous abonnez, vous pouvez également rajouter la petite cloche. C'est juste à côté du bouton abonnement. Et là, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et si vous voulez me soutenir une deuxième fois, plus vous cliquez rapidement sur une notification et sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. On commence tout de suite avec Nokere. Alors, rien que pour finir sur l'introduction, le programme. Demain ou après, enfin dans les jours qui viennent, Vendée Globe, débrief, bilan, parce que j'ai fini d'écrire en grande partie le bilan, enfin le plan du bilan. Donc ça devrait être dans les jours à venir que vous retrouverez le bilan de ce Vendée Globe. Le biathlon, comme j'ai dit sur la vidéo de Milan-Turin, la vidéo me plaît pas, donc je pense qu'elle ne sortira pas. La vidéo sur Paul Yuka, elle dure 25 minutes, mais ouais. Après l'enregistrement, je me suis dit, ça se voit vraiment que je me suis fait chier quand même à regarder les courses. Pas très intéressant. Et pour le reste de la semaine cyclisme, demain, Grand Prix de Denain. Et vendredi, présentation de Milan-San Remo, homme-femme. Débrief de la course des femmes qui est dans la même vidéo du côté de Nokere Corse, ça sera en deuxième partie de vidéo. Déjà je commence avec un erratum. Oui, j'avais pas compris que moi c'était une nouvelle arrivée. Très clairement j'avais pas compris. Pour moi il y avait une nouvelle approche, mais on gardait la difficulté, on arrivait toujours sur les pavés. Bon, moi j'avais pas compris que vraiment on changeait quasiment toute l'arrivée. En fait on arrivait par un autre versant, et même l'arrivée était décalée au moins de 500 mètres, 600 mètres. Moi, j'avais pas compris de cette manière-là. Donc je m'excuse parce qu'on me l'a dit dans les commentaires. J'ai même répondu à quelqu'un dans les commentaires parce que j'ai re-regardé sur les mêmes sites et je ne trouvais pas l'info. Faut savoir que pour les classiques flandriennes, autant Paris-Roubaix, je connais le parcours par cœur. Il y a des courses comme ça, je connais le parcours par cœur. Pour certaines autres courses, notamment les flandriennes, parce que je sais qu'il y a toujours des petites modifications de dernière minute du côté des flandriennes, eh bien je regarde toujours le parcours s'il a changé, et je vais notamment sur des sites français, et je vais pas en voir qu'un, je vais en voir 2 ou 3. Non, voilà, pour avoir un petit peu une source vérifiée, un minimum. J'en ai été voir 3, les 3 disaient que l'arrivée, ça arrivait sur les pavés. Donc voilà, pas de chance pour moi, j'ai pas eu de peau. Et j'ai été sur le site directement de la course, et il y avait de disponible le roadbook. Je me suis dit, bah non, comme le parcours change pas, je vais pas prendre le roadbook. Si j'avais pris le roadbook, j'aurais vu l'info. Pour une fois qu'il y avait un roadbook de disponible, je prends pas le roadbook. Bon, alors cette nouvelle arrivée, tiens, on va commencer par ça, cette nouvelle arrivée. Alors, on nous dit que c'est pour des questions de sécurité. Vous allez voir que moi, j'ai un autre avis là-dessus. Bon, nouvelle arrivée, déjà, je trouve que c'est un manque de charme terriblement. Parce que c'est vrai que l'arrivée sur les pavés à Nokere, il y avait un petit côté kermesse de village, parce qu'on était vraiment plutôt... Alors, pourtant, on est à 500 mètres d'écart, mais je trouve qu'on n'est pas du tout au même endroit. Enfin, il n'y a pas du tout la même architecture du côté de la ville. Je trouvais que ça faisait un peu kermesse de village. Ça faisait quand même un truc atypique. C'est-à-dire qu'on retenait Nokere, tous les gens qui avaient vu cette course disaient Nokere, arrivé sur les pavés, c'est la seule qui est comme ça. Voilà, il n'y en avait pas d'autres où il y avait un secteur pavé sur la ligne d'arrivée. Et là, le problème, c'est que désormais, l'arrivée, elle est au milieu d'une bosse à 4-5%.
des courses comme celle-là, surtout en Belgique avec des arrivées en boss, voilà, 5, 6, 7. Ce qui fait que ce qui faisait le charme, mais ce qui faisait également la singularité de Nokele, c'était cette arrivée. À partir du moment où tu enlèves cette arrivée-là, bah, ça devient une course un peu comme le Depan Tour, quoi. Hein. En gros, ça devient le même format de course, sur un kilométrage qui est similaire, plutôt pour les sprinters, alors l'un pour les sprinters sur le plat, l'autre pour les sprinters en boss, mais en gros, la course perd énormément, je trouve, de son charme et de cette singularité. Donc déjà, je suis pas fan de ce côté-là, d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue également charme télévisuel, du côté de cette nouvelle arrivée. Alors ensuite, on nous dit, on a écouté les coureurs, c'était pour des questions de sécurité. L'ancienne arrivée, pour moi, n'était pas forcément dangereuse, elle était technique. C'est vrai, il y avait notamment un enchaînement gauche-droite, là où était tombé Ackermann, et puis il y avait un virage sur les pavés, mais qui était un virage assez ouvert quand même, c'était pas un virage à 90 en termes d'angle, je dirais que c'était plutôt un virage à 105-110 degrés. Donc ce qui fait que, c'est parce qu'on arrivait en descente, mais on arrivait à 60 km/h en gros. L'approche des pavés était technique, mais dans ce cas-là, on annule tous les secteurs de Paris-Roubaix. La trouée d'Arenberg, on arrive à 60, enfin avant on arrivait à 60-70 à l'heure, on arrivera peut-être un peu plus lentement maintenant avec la chicane qui a été désossée et on va faire un parcours qui je pensais était la solution la plus simple l'an dernier, mais bon, je l'avais dit notamment en vidéo. Mais donc on a dit, bon c'est pour des questions de sécurité. Alors déjà, le vrai problème c'était qu'il y avait un poteau téléphonique. C'était ça le vrai souci, c'est que vous aviez un poteau téléphonique en bois qui était à cheval sur le talus. Moi par exemple, il y a ça dans certains coins, il y a ça, c'est-à-dire quand ils peuvent pas le foutre, ils le mettent un peu à cheval sur le talus. Je sais pas, c'est pour des questions techniques, je pense. Et ce qui fait que, bah oui, tu pouvais te prendre le poteau. Mais bon, il y avait qu'à mettre des matelas. Voilà, en gros, ce qu'ils font à d'autres endroits, parce que notamment il y a des petits... c'est pas vraiment des ponts, c'est pour que les fossés passent sous la route. Je sais pas comment ça s'appelle, pour les écoulements d'eau. Et en gros, il y a des petits ponts en Belgique et en Allemagne, vous avez ça, c'est souvent des petits ponts. On a ça aussi en France, hein. Ils ont mis des petits matelas. Je pense qu'on pouvait mettre un matelas à cet endroit-là. Et puis après, bah, c'était aussi aux coureurs de faire attention, quitte à peut-être trouver un autre secteur pavé pour durcir la course, ou arriver avec moins de vitesse. Il y avait peut-être une solution différente. Bon. On n'a pas voulu le faire, on s'est dit, pour plus de sécurité, on va faire une arrivée en faux plat montant sur une ligne droite de 1,5 km et à 4 km de l'arrivée, on met un secteur pavé. Et on finit sur des petites routes étroites, sauf dans le dernier kilomètre 5 qui est en faux plat montant. C'est vrai que c'est beaucoup plus sécuritaire. La nouvelle arrivée, elle n'est pas plus sécuritaire que l'ancienne. Parce que, en gros, t'enlèves les pavés, ok, mais les pavés, ça permettait d'étirer le peloton. La petite descente aussi étirait quand même vachement le peloton. Et en gros, on est arrivé avec un peloton de 50 coureurs, 60 coureurs, mais extrêmement compact, extrêmement regroupé, ce qui provoque la chute de Philipsen. Et on le sait très bien, dans les lignes droites comme ça, en faux plat montant, c'est le plus compliqué parce que souvent, une équipe n'arrive pas à mener. Encore plus sur une course où il y a eu des pavés et il y a eu beaucoup d'animations auparavant. Donc on savait qu'il n'y a aucune équipe qui arriverait à en mener. À partir du moment où aucune équipe n'arrive à mener, on n'arrive pas à étirer ce peloton. Donc ça veut dire qu'on se retrouve à avoir un peloton qui est extrêmement compact. Dans un peloton extrêmement compact, n'importe quelle vague a des conséquences énormes. C'est ce qui provoque la chute de Philipsen. Donc en gros, on n'a pas une arrivée qui est plus sécuritaire. Surtout qu'on aurait pu avoir des chutes quelques kilomètres auparavant parce qu'on a déjà un secteur pavé dans les 5 derniers kilomètres. Et la sortie de ce secteur pavé est assez technique sur une route qui est assez étroite. Et la route étroite, on la garde pendant 1,5 km de borne. Parce qu'on récupère la route un peu plus large qu'à 1,5 km de l'arrivée. Donc c'était un peu technique déjà auparavant. Alors qu'avant, on était sur des routes qui étaient moyennement larges. Mais en gros, on ne changeait pas en plus de format de route. Donc c'était l'avantage. Donc moi je trouve pas qu'on ait récupéré la sécurité avec cette arrivée là, surtout qu'il y a une petite courbe à 100 mètres qui est assez traître aussi hein, pour des vagues et ce genre de mouvement. Et ensuite, bah pour moi c'est pas pour des questions de sécurité hein, qu'on a déplacé l'arrivée. Je sais pas si vous avez vu la vue d'hélicoptère juste après l'arrivée.
Vous avez vu la grande place avec le Barnum comme ça énorme, le podium, je pense également une buvette impressionnante et voir d'autres business du côté de l'organisateur. Moi je pense que c'est plus pour une question de business qu'on a déplacé l'arrivée. Parce que avant on avait très peu de Barnum. On en avait un peu le long de la ligne d'arrivée, mais le public pouvait pas venir en nombre. Parce que la ligne d'arrivée, encore une fois, était située à un endroit où on était quand même très en ville. Donc c'était assez compliqué l'arrivée, il n'y avait pas forcément un énorme podium. Là, l'arrivée, on serait cru autour des Flandres. Hein. Et parce qu'il y avait un Barnum énorme. Je ne sais pas si vous avez vu, le podium, il faisait 4,12 m de large. Je pense que c'est plus pour une question de business qu'on a déplacé l'arrivée. C'est dommage que l'organisateur nous prenne un peu pour un con en nous disant oui, c'est pour des questions de sécurité. On a écouté les coureurs, comme s'il y avait beaucoup d'organisateurs qui écoutaient les coureurs. Hein, alors déjà, il faudrait que les coureurs ils parlent d'une seule et même voix, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui en termes de sécurité. Ce qui serait quand même énormément efficace parce que je ne sais pas si vous avez vu, si vous suivez d'autres sports, le WRC, le rallye. Depuis ce matin, les pilotes sont véritablement en guerre contre la FIA parce que la FIA a une nouvelle mode maintenant, c'est d'insulter les pilotes. Enfin, c'est pas d'insulter les pilotes, pardon, je vais y arriver, mais c'est plutôt de sanctionner les pilotes dès qu'il y a une insulte, dès qu'ils sortent du cadre légal, on va dire, enfin du cadre légal, du cadre parental advisory, vous savez, comme sur les albums à une époque. Dès qu'on sort de ce cadre-là, grosso modo, le président de la FIA n'est pas content. Les pilotes ont dit ça nous fait chier. Ils ont décidé de se réunir et de créer une association, ce qui n'existait pas. Et ils ont décidé de parler d'une seule voix. C'est-à-dire que depuis ce matin, à l'arrivée des spéciales, avant il y avait des interviews. Les mecs ne parlent que dans leur langue nationale, ils ne parlent pas en anglais. Ils parlent en français, c'est le cas de Thierry Neuville, voire ils ne parlent pas du tout. Voilà. Ou ils parlent dans leur langue nationale, donc en finlandais, en je sais pas quel autre, en français, voilà, en wallon, voilà. Pour faire chier les organisateurs de la FIA pour être écoutés. Je vois pas vraiment de situation où du côté des coureurs, on essaye de s'organiser un minimum. C'est ce qu'avaient démontré notamment les propos d'Arnaud Delis du côté du Tour de l'Algarve pour parler d'une seule et même voix. Peut-être que ça aurait plus d'impact pour la sécurité. Parce que là, aujourd'hui, c'est pas pour des questions de sécurité qu'on a modifié l'arrivée, c'est pour du business. C'est parce que la buvette a pu être agrandie, parce qu'on a pu mettre d'autres activités et qu'on finance tout ça. La raison, elle est là. Et parce qu'on s'est dit, bah, peut-être que ça va faire plus de spectacles. Or, pas du tout. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est que l'organisateur qui a décidé, les coureurs, en gros, on leur a pas demandé. Parce qu'une arrivée comme ça, 1,5 km en faux plat montant, avec un groupe de 40 ou 50 coureurs, on sait qu'à Nokere, on arrive souvent à 40-50 coureurs, on savait que ça pouvait être une catastrophe parce que voilà, ce type d'arrivée-là, en gros, tout le monde peut remonter et le peloton est hyper compact. Donc c'est ce qui s'est passé dans le final. Hein. Au final, il n'y a pas eu vraiment de surprise. Bon, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Niels Seekoff, le coureur néerlandais. Ah bah lui, je l'avais pas vu venir. Je vais pas vous mentir. Lui, je l'avais vu absolument pas du tout venir. Voilà. Et ouais, je l'avais absolument pas senti parce que Niels Seekoff, donc c'est sa deuxième victoire chez les professionnels. C'était pas le plus grand nom du côté des sprinteurs du peloton. C'était pas non plus le plus grand puncher qu'on avait du côté du peloton et le meilleur coureur sur des courses flamandes, même si c'est quand même un coureur qui avait gagné Paris-Roubaix Espoir en 2017, troisième également du Trobreau-Léon, où on sait qu'il faut de la puissance du côté du Trobreau-Léon, et là aujourd'hui sur ce sprint, c'était de la puissance qu'il fallait. En plus, il n'avait pas couru depuis sa chute sur le Hanoula-Tour, commotion en plus, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait rien pour nous le mettre en tant que favori. Du côté de la pique-nique post-LL, en plus une équipe qui n'est pas forcément fantastique depuis le début de saison, enfin, il n'y avait rien pour le mettre en tant que favori. Et là, bah, il a vraiment fait un énorme sprint, seul en plus, hein, parce qu'il n'est pas aidé par son équipe, en plus il y en a deux qui tombent dans la journée, notamment une grosse chute pour De Bonte, pour Bonte, pardon, pas De Bonte, pour Bonte, tout court, qui tombe à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Et Rosen qui tombe 4 mètres plus loin, et les deux ont tombé quand même à assez haute vitesse. Donc il s'est débrouillé, je pense déjà dans les 30 derniers kilomètres, il devait y avoir personne autour de lui. Et en plus,
dans le final, on voit qu'il s'est très très bien débrouillé parce qu'il est très très loin. Mais encore une fois, comme le peloton est compact, et ben en gros, comme personne n'emmène, souvent c'est ceux de l'arrière qui en profitent parce qu'ils arrivent avec un petit peu de survitesse et ils peuvent se replacer déjà plus facilement, mais ils peuvent lancer leur sprint avec un peu plus de vitesse que ceux qui étaient bien placés précédemment, mais qui vont se faire rattraper par l'arrière. Et c'est ce qu'a fait parfaitement Nils Sekov, qui a fait un magnifique sprint. Costaud en plus, parce qu'il fait un sprint de loin. Il n'attaque pas aux 125 mètres, il a attaqué, je pense, aux 225-230 mètres. Donc il fait un sprint assez long, mais il avait fait un sprint de costaud. Et encore une fois, un coureur avec beaucoup de puissance qui a été efficace, et vraiment efficace. Et c'est fait du bien pour lui, parce que c'est vrai que c'est un espoir. Depuis très longtemps, c'est un coureur qu'on attend de le voir confirmer, sauf que ça peine un petit peu au niveau de la confirmation. Et autant vous dire que je pense que Piknik commence à vouloir avoir des résultats. Et là, de le voir au des avant-postes, Nils Sekov, ça fait du bien. Parce que moi, je me souviens quand il est arrivé chez les pros, on disait lui, c'est un futur grand pour les classiques flandriennes et notamment pour Roubaix. Sauf que ça ne marchait pas tant que ça. Alors, il a fait quand même pas mal de courses où il a été placé, mais au final, chez les professionnels, il n'a que 2 victoires. Et là, ça fait du bien de le voir réussir. Et puis, j'aime être surpris. Et là, aujourd'hui, belle surprise du côté de Nils Sekov. Deuxième coureur au top, et aujourd'hui, c'est une équipe top, la Cofidis. Alors, certains vont me dire, oui, ils auraient pu rouler les uns pour les autres pour aller gagner la course. Ouais, sauf que foncièrement, pour moi, Frétin, j'étais absolument pas sûr de savoir ce qu'il allait faire sur une course de ce type-là, parce que je l'avais jamais vu véritablement en tant que leader sur des Flandriennes. En plus, on sait que Cofidis, malgré le fait qu'il soit dans le Nord, ils n'ont jamais eu des grandes équipes pour les Flandriennes. Enfin, ça fait au moins depuis 20 ans qu'ils n'ont pas des grandes équipes pour les Flandriennes. Donc, en gros, c'est pas un type de course qui leur réussit tant que ça, ces dernières années. Et pour moi, le problème, c'est que Frétin, on ne savait pas sur un sprint en faux plat montant comme ça. Alors même si sur le Tour de l'Algarve, il avait été costaud, mais le faux plat montant était plus court sur le Tour de l'Algarve. Et il n'y avait pas non plus 20 bandes de pavés auparavant, donc on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Pete Algart, le problème, c'est que s'il y avait eu Dely, s'il y avait eu Philipsen à leur top niveau, Pete Algart, ça faisait peut-être une 10e place. Et Alexis Renard, c'est pas un sprinter de base. Alexis Renard, c'est un mec qui emmène les sprints pour Brian Cocard. Donc en gros, je pense que c'était la meilleure solution d'essayer de marquer le maximum de points du côté de la Cofidis, parce que les possibilités de victoire au départ de cette course étaient assez faibles du côté de cette formation. Et aujourd'hui, alors tu vas me dire, c'est pas exceptionnel, la victoire aujourd'hui c'est 200 points. Donc Frétin, imaginons, gagne 200 points, mais tous ses autres équipiers sont assez loin, ils sont au dehors du top 15 aujourd'hui, parce qu'ils auraient fait le travail pour Milan Frétin. Donc aujourd'hui, Milan Frétin, c'est 100 points UCI. Pete Algart, c'est 70 points UCI. Alexis Renard, c'est 25 points UCI. Ça fait 195 points UCI en tout. Quasiment ce qu'a fait Nils Sekov. Donc en gros, tu n'as quasiment rien perdu, en sachant qu'en plus, il fallait aller chercher la victoire. Si tu rajoutes en plus les 5 points de Damien Touzé, tu arrives aux 200. Donc comme si en fait l'équipe avait gagné la course. En sachant que tu avais très peu de chances d'aller réussir la victoire aujourd'hui. Donc je dirais que c'est plutôt une bonne journée du côté de la Cofidis. Alors pas de chance pour eux, c'est que Piknik marque 200 points. Uno X a marqué également pas mal de points du côté de Milan-Turin. Et puis là, il y a quand même Fredheim qui prend 30 points avec la 11e place aujourd'hui. Et c'est vrai que si Pete Algart se gêne pas trop avec Frétin, peut-être qu'on peut gagner 15 points supplémentaires en passant devant Milan Menton. Ok, mais je trouve quand même que c'est pas mal du côté de la Cofidis, encore une fois sur un type d'épreuve qui leur réussit assez peu ces dernières années, où ils ne misent pas forcément tant dessus. Pour une équipe du Nord, vous savez que les épreuves flandriennes, c'est fait depuis longtemps qu'ils ne misent plus sur ces courses-là. Donc je dirais que c'est quand même plutôt un bon résultat. Et par rapport à Arkea, qui est, je dirais, le grand perdant de cette journée, eux, ils ont marqué des gros points par rapport à Arkea. Par rapport même à des formations qui sont juste au-dessus au classement,
bah, ça veut dire qu'ils ont marqué des gros points au niveau UCI. Donc c'est plutôt intéressant, en sachant qu'en plus Tirreno et Paris-Nice n'ont pas forcément été excellents pour eux. Par rapport à Astana, bah Astana sur cette épreuve, ils étaient au départ, Astana. Je crois même pas. Hein. Si, ils étaient au départ, mais en gros, ils ont marqué 3 points. Aaron Gate a marqué 3 points UCI, donc là, c'est plutôt la bonne opération. Et même si de l'autre côté, on a marqué quand même pas mal de points du côté de Milan-Turin, du côté d'Astana, bah, ils arrivent à contrer ces formations-là avec les points qu'ils ont marqués du côté de Nokele. Donc c'est plutôt une bonne affaire du côté de la Cofidis. Même si, bah, au final, il n'y a pas la victoire, mais Milan Fretin fait quand même un sprint intéressant. Peut-être qu'on lui fera plus confiance du côté de Milan Fretin, du côté de Bruges de Panne, où là, avec une arrivée sur le plat, ça peut vraiment bien lui convenir. Et puis, il y aura également le Chal de Praich, qui pourrait être intéressant également pour Milan Fretin et Gand. Parce que Gand, si ça arrive au sprint, on ne sait pas comment ça va arriver, mais ça peut être intéressant, pardon. 468 points de marqués du côté de Milan Fretin depuis le début de saison. C'est quand même impressionnant. Hein. L'an dernier, il avait marqué combien de points, Fretin ? Il avait marqué 872, donc il est déjà à la moitié de son total. Plus de la moitié de son total même, alors qu'on n'est encore que le 19 mars. Donc assez impressionnant du côté de Milan Fretin, et ça veut dire qu'on va encore carburer du côté du Belge, je pense, dans les semaines à venir, en sachant qu'on lui fait beaucoup plus confiance que l'an dernier, parce que l'an dernier, on ne lui donnait pas autant de possibilités dans ce type d'arrivée. Puis je termine avec Kubice. Encore une très belle journée à l'avant du côté de Lucas Kubice. Pour Unibet, ça fait encore un top 10 sur une classique flandrienne. Toujours extrêmement bien placé, Kubice. Le petit défaut, c'est que parfois il est un peu trop devant. Là, il a extrêmement bien suivi. Il a suivi notamment Philipsen. La première accélération de Philipsen, il est bien placé. Il s'est quasiment jamais fait avoir dans ces 30 derniers kilomètres, et pourtant il y a eu beaucoup de mouvements de course dans ces 30 derniers kilomètres. Il ne s'est pas fait avoir, il était toujours bien placé certes, mais le problème c'est que quand à la fin ça finit avec une arrivée groupée, avec une quarantaine, cinquantaine de coureurs, l'énergie que tu as mis à ce moment-là, c'est de l'énergie qui te manque pour faire un sprint. Donc c'est là où il va falloir encore travailler du côté de Lucas Kubice, peut-être essayer d'être plus discret de temps en temps, de courir peut-être un peu plus à l'économie du côté du coureur slovaque. Mais oui, c'est très intéressant ce qu'il montre. Mais ça laisse un peu le même sentiment que du côté du Samin, où on se dit « Ah, ça aurait pu être mieux en termes de résultats s'il avait été un peu plus à l'économie ». Malgré tout, de démontrer qu'il a pu suivre Philipsen, qui était quand même en grande forme sur ses accélérations, de démontrer qu'il a pu suivre un petit peu tout le monde dans le final et de réussir à enchaîner les efforts à haute intensité, c'est vraiment très bien. Pour moi, Lucas Kubice, il me fait penser un petit peu à Laurens Pitty l'an dernier. Laurens Pitty, on l'a tous dit, c'était la révélation des classiques pavés. On ne l'a même quasiment pas vu pour le moment parce qu'il a très peu couru, Laurens Pitty. Mais c'est vrai que l'an dernier, Laurens Pitty, il avait un défaut, c'est qu'il ne gagnait pas. Il ne gagnait pas, il était... parfois placé, parfois même pas placé. C'est la différence même avec Kubice qui pour l'instant est tout le temps placé. Mais il manquait toujours ce petit truc d'expérience, la caisse, l'endurance, parfois la résistance à l'effort. Et c'est peut-être là où Kubice peut encore progresser, c'est sur cette résistance à l'effort et sur la stratégie, la manière de courir, où parfois il faut savoir peut-être ne pas essayer de suivre tous les mouvements de course et d'essayer d'utiliser les autres équipes pour tenter de se faire amener. Après, c'est vrai que ça reste un jeune coureur, Lucas Kubice, donc peut-être encore un petit peu impétueux, voilà, comme on dit, parce qu'il a que 25 ans, et puis c'est sa première année dans une équipe de deuxième division. Unibet n'a pas l'habitude non plus encore énormément de courir sur des courses de ce niveau-là. Donc voilà, il y a peut-être un petit manque d'expérience. On le reverra demain à Denain. Et surtout, Cholet Aglo-Tour. Et là, ça peut être un client sur le Cholet Aglo-Tour, sur le circuit autour de Cholet, qui est toujours très intéressant. C'est vrai que cette année, Cholet, en plus, il n'y aura peut-être pas forcément beaucoup de coureurs, parce que du fait qu'il n'y a pas la classique Loire-Atlantique, c'est vrai que ça enlève forcément une course, mais il y aura
Paul Sexas, tiens, à Cholet. Et on aura, oui, Chamberlain, on aura des coureurs très intéressants. Coquard sera au départ du côté de la Cofidis pour aller marquer des points, très clairement. Jente Bierman sera là du côté d'Arkea pour essayer de le contrer. Paul Penouet sera là également. Jason Tesson, qu'on a assez peu vu du côté de la Total Energy, sera là au départ. Edouard Prades, ouais, donc il y a de la place hein, quand même s'il y a du Pierre Barbier par exemple, du Emmanuel Morin également. Il y a de la place pour essayer de faire un bon résultat et essayer pourquoi pas d'aller chercher une victoire du côté de Lukas Kubis. C'est tout ce qu'on lui souhaite du côté du coureur slovaque. Parce qu'en termes de résultats, pour le moment, depuis le début de saison, c'est très intéressant. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, Jasper Philipsen. Jasper Philipsen, alors déjà dans la manière de courir, on a l'impression que c'est un coureur qui était en manque de confiance. On a l'impression vraiment que c'est un coureur qui n'avait pas de repères. Je rappelle quand même qu'il a gagné Kurn. Donc en gros sur les classiques, il savait un petit peu où il en était. C'était assez surprenant de le voir courir parce qu'on avait vraiment l'impression de voir tiens, Julien Alaphilippe qui n'a pas eu de résultat depuis 1 an et demi. Un coureur qui n'aurait pas eu de résultat. Il était vraiment énormément à l'attaque du côté d'Alpecin. Et puis après, oui, cette chute qui aura des conséquences. Milan-San Remo, c'est mort. Bon, déjà, voilà, même s'il n'y a pas de fracture, même s'il n'y a pas de blessure, Milan-San Remo, c'est mort. Souvenez-vous, l'an dernier, de tous ceux qui sont tombés à travers la Flandre. Je pense notamment Mats Pedersen. Il pouvait courir au Tour des Flandres. Il n'a pas été efficace sur le Tour des Flandres. Ça risque d'être pareil du côté de Philipsen. Ce qui enlève une possibilité du côté d'Alpecin. Alors, est-ce qu'il va être remplacé par Caden Groves ? Parce que je dirais que ça serait du poste pour poste en termes de remplacement. Mais s'il est au départ, il ne faudra pas s'attendre à un miracle du côté de Jasper Philipsen. Et là, vu la tête qu'il avait quand il est monté dans l'ambulance, je pense qu'il sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Alors soit c'est une commotion, mais il sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Il a tapé très fort au niveau de la tête. Donc il était sonné, complètement sonné. Donc moi je pense qu'il y a au moins une commotion. Et donc ça veut dire que pour Milan-San Remo, moi je ne le vois pas au départ de Milan-San Remo. De toute manière, vraiment égratigné. Est-ce qu'il est tombé parce qu'il y avait plus de lucidité, parce qu'il a trop attaqué auparavant ? Est-ce qu'il est tombé parce qu'il y a eu un relâchement, parce que son objectif aujourd'hui, c'était pas forcément de gagner, c'était plutôt de se servir de cette course comme d'un jour d'entraînement. J'ai plus l'impression que c'est peut-être ça et qu'il y a peut-être eu un peu de relâchement sur la fin. On le voit, il est quand même à l'arrière du groupe. Il est plutôt au centre, arrière du groupe. Il n'est pas dans les 10-15 premières positions. Or, là où on était à ce moment-là, on est à peu près à 700-800 mètres de l'arrivée. Fallait être dans les 15 premiers. Donc je pense qu'il jouait pas trop la gagne aujourd'hui, Philipsen. Forcément, c'est une chute qui coûte cher. Après, il y aura des questions qui se posent. Est-ce qu'il avait intérêt à aller du côté de Nocquereux ? Est-ce qu'il n'y avait pas plutôt intérêt à faire une autre course du côté de Jasper Philipsen ? C'est toujours le risque quand on fait une course comme ça, assez rapprochée d'un objectif important. C'est pareil quand vous faites à travers la Flandre. C'est pour ça que pendant des années, ça fait pas depuis si longtemps que ça qu'à travers la Flandre est très disputé, je dirais, parce que pendant très longtemps, en gros, les mecs ils faisaient Gand et ensuite ils revenaient au Tour des Flandres. Ils faisaient pas à travers la Flandre. À travers la Flandre, c'était un peu la course des seconds couteaux. C'était pas forcément la course des numéros 1 à travers la Flandre. C'est désormais devenu une course importante dans le calendrier, mais depuis, je dirais, une dizaine d'années. Pendant 10 ans, les gros n'allaient pas à travers la Flandre parce qu'ils considéraient que c'était trop risqué si tu tombais à travers la Flandre, même une petite chute, on va dire, même si tu es juste égratigné, le problème c'est que le temps de récupération jusqu'au Tour des Flandres est trop court. C'est pareil avec le Tour de Romandie. Je vous dis à chaque fois, il ne faut jamais faire le Tour de Romandie avant de faire le Tour d'Italie. Parce que imaginez sur le Tour de Romandie, souvent il y a du mauvais temps, vous tombez malade, votre début de Giro il est flingué. Voilà. Donc c'est jamais bon de faire Romandie Giro. Moi je suis pas pour ces enchaînements-là.
Et à travers la Flandre, Tour des Flandres, je trouve que c'est toujours une prise de risque. Voilà. C'est toujours une grosse prise de risque pour les coureurs. Là, Philipsen a tenté, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire une autre course? Après, le calendrier, là aujourd'hui, c'était compliqué. Sinon, demain, c'était trop short avant d'aller du côté de Milan-San Remo. Donc, en gros, soit tu ne courais pas. Si tu décidais de courir, t'avais que deux choix. Hein. C'était soit Nocquereux, soit Milan-Turin. Milan-Turin ne convenant pas trop à ses qualités, t'allais à Nocquereux, mais c'était une prise de risque de la part de son équipe. Deuxième flop du jour, Arnaud Delis. Oui, Arnaud Delis, parce que aujourd'hui, on ne peut pas être satisfait, et je pense qu'il ne se satisfait pas du contenu qu'il a réalisé aujourd'hui. Voilà. À la première accélération de Philipsen, il a tenu 1 km, ensuite il a explosé. Il a explosé complet, Delis, aujourd'hui. Je fais pas du bashing anti-Delis, hein, encore une fois. Je le mettrais pas en flop si j'avais pas des attentes importantes du côté d'Arnaud Delis. Et si je considérais pas que c'était un bon coureur. Mais là, encore une fois, il explose au bout d'1 kilomètre. Même pas 1 kilomètre. C'est-à-dire, l'attaque se fait au début du secteur pavé, à la fin du secteur pavé, il est cuit. Arnaud Delis. Donc en très courte distance. Et ensuite, il est jamais revenu. Il a complètement explosé. C'est surprenant. Alors on sait qu'il a été faire des stages en montagne, enfin des stages en altitude. C'est toujours le problème des stages en altitude. Il y a des coureurs qui le supportent bien et qui arrivent à être efficaces tout de suite. D'autres coureurs ont un petit peu de mal dans ce genre de situation et ont besoin un petit peu de temps avant de retrouver une bonne condition physique. Est-ce qu'il y a un problème sous-jacent ? Par exemple, une maladie genre mononucléose, un truc comme ça, ou une résurgence d'un truc, par exemple une résurgence de maladie de Lyme, je ne sais pas. Mais c'est vrai quand on voit le Delis aujourd'hui, sur cette course, hein, je précise bien sur cette course, on a un peu les mêmes images que l'an dernier, avant qu'on lui découvre sa maladie de Lyme, où il avait du mal à tenir le rythme. Là, c'est vrai que c'est assez intriguant le fait qu'il ait été en grande difficulté aussitôt, Arnaud Delis, sur une accélération de Philipsen, où tu vois que tout le monde arrive à revenir derrière. Lui, il a absolument disparu après cette accélération. Donc c'est assez surprenant, voilà, du côté d'Arnaud Delis. Et ça reste une mauvaise journée. On comprend mieux pourquoi il n'a pas fait Milan-San Remo, parce que c'est vrai que vu la condition physique sur Nocquereux, ça ne tenait pas pour Milan-San Remo. Mais même demain, pour le Grand Prix de Denain, ça risque quand même d'être compliqué de voir Arnaud Delis faire un grand résultat, à part si du jour au lendemain, la forme évolue de manière assez exceptionnelle. Et puis je termine du côté des flops avec Luc Lamperti. Ouais, il aura des regrets, Lamperti, hein. Il aura des gros regrets parce que il a commencé trop tôt son sprint. Alors je sais bien que du côté de la Soudal Quick Step, on ne l'a pas super bien emmené, ça c'est clair et net. Peut-être qu'il avait envie de se tester aussi parce qu'il n'a pas couru depuis le début de saison, donc c'est vrai qu'il y avait peut-être un peu trop d'impatience du côté de Lamperti. Mais son sprint, il le démarre beaucoup trop tôt. Et il est lâché beaucoup trop tôt, donc il ne peut pas faire de miracle. Et contrairement à Eckhoff, qui lui revient de l'arrière et qui arrive à trouver l'ouverture, lui, il se retrouve devant, il décide de lancer son sprint, mais bon, vu là où il lance, il sait que ça va être compliqué. Il arrive quand même à faire 3e, ce qui montre que c'est quand même un coureur qui a des grandes qualités physiques, parce que vu le sprint qu'il a fait, et vu qu'il est déjà devant à 500 mètres de l'arrivée, donc il a bouffé du vent, Lamperti, c'est quand même assez impressionnant ce qu'il a réalisé. Mais vu ce qu'il a réalisé en ratant complètement sa stratégie de sprint, on se dit qu'est-ce que ça aurait donné en réussissant une vraie stratégie de sprint. Là, on peut avoir, c'est vrai, une grosse déception du côté de ce coureur. On va regarder tout de suite les différents classements
pour la course féminine. Débrief de la course féminine qui a été assez intéressante avec beaucoup d'attaques là aussi. J'ai pas tout noté, mais on a vu notamment, il y a des filles qu'on a énormément vues dans ce final de course. Là aussi, c'était la même zone d'arrivée que pour les garçons. On n'avait pas de deux arrivées différentes. Et avec un sprint très impressionnant de Martha Allard, qui a changé d'équipe, qui a rejoint la SD Works et qui a été extrêmement solide dans son sprint. J'ai même été surpris parce que pour moi, Martha Allard a été surtout forte sur des sprints sur le plat. Et là, de la voir impressionnante comme ça sur un sprint en boss, elle m'a vraiment énormément surpris du côté de Martha Allard. Et moi, je trouve aussi que cette SD Works a fait un travail d'équipe impressionnant, notamment Zoe Bäckstedt, qui a eu un moment, a été ralenti par la chute de 2 mai de la Volker Wessel, et qui a réussi de Valérie Demey, parce que j'avais Coralie Demey, je savais que c'était pas Coralie Demey, donc de Valérie Demey, qui a été ralentie par cette chute, qui a fait un énorme effort pour rentrer, parce que c'est là où le peloton s'est cassé en 3 morceaux, et elle était toute seule dans le dernier morceau, et elle a réussi à rentrer, et ensuite le travail qu'elle a fait dans les 20 derniers kilomètres, Zoe Bäckstedt, impressionnant, et surtout impressionnant quand on sait les efforts qu'elle a fait auparavant, et quand on sait qu'elle était plutôt leader au départ sur cette course, et qu'elle avait en plus assez peu de jours de course dans les pattes. Donc impressionnant Zoe Bäckstedt, après on la connaît, Moi, elle m'avait déjà marqué lors des championnats du monde junior, sa première année au niveau des championnats du monde junior, donc du côté d'Anvers, où elle avait dominé la course en ligne. Elle était partie quasiment dès le kilomètre 0 et elle avait explosé tout le monde ce jour-là sur les 72 ou 73 km que comptait l'épreuve. Mais Martha Allard, très très impressionnante, et puis qui a très bien joué le coup aussi, elle se met dans la roue des Uno X. Les Uno X qui ont fait énormément d'efforts dans la journée, mais qui manquaient un petit peu de main d'œuvre dans le final. Et ce qui fait que Linda Zanetti est obligée de lancer un petit peu tôt la Suissesse. Forcément, ça lui coûte une belle performance, surtout que Zanetti avait eu également des petits problèmes dans la course où elle a dû revenir un petit peu de l'arrière, donc forcément un peu moins d'énergie pour son sprint, mais quand même assez impressionnante la Suissesse encore sur ses sprints en boss. Elle est assez costaud du côté de la Uno X qui a été énormément présente, notamment avec Atto Salo, qu'on a vu beaucoup à l'attaque, mais on a vu également Confalonieri. Enfin voilà, ça a été assez impressionnant du côté de la formation nordique. Belle 4e place belle 3e place de Lara Gillespie, mais on peut se dire que sa chute à 18 km de l'arrivée lui a peut-être coûté un meilleur résultat, parce que quand Zanetti lance, elle se prend une cassure et elle n'arrivera jamais à rattraper cette cassure. Et peut-être qu'elle aurait été un peu mieux placée si elle n'était pas tombée, l'ancienne championne d'Irlande. Et puis la belle 4e place pour une équipe française, mais pas la FDJ Suez, Arkea BNB Hotel, qui fait quand même un gros début de saison déjà avec la victoire du côté du Het Nieuwsblad. On sent que cette équipe marche sur l'eau et est en pleine confiance et en pleine bourre, avec la 4e place de Marjolaine Van Tigelhoff. Et puis Marie Lemaitre finit 5e du côté de la FDJ Suez. Edge Insurance fait 6-7. Victoire Berthaud, que j'avais mis parmi les concurrentes à suivre, fait 8e. Un peu trop esselé en fait vraiment dans les 500 derniers mètres, parce qu'il y a 3 Cofidis autour d'elle, mais elles n'ont jamais réussi véritablement à se trouver du côté des Cofidis, et c'est ce qui a manqué à Victoire Berthaud dans le final. Et puis en plus il y en a une qui tombe à 5 bornes de l'arrivée, un truc comme ça, du côté des Cofidis, donc forcément ça l'a gêné. Et puis Van Hooven et Sarah Roy qui complètent le top 10. Du côté de la Lidl Trek, gros travail collectif du côté de la Lidl Trek, mais on n'avait peut-être pas choisi le bon cheval. C'est vrai que j'ai été surpris de voir Clara Copponi suivre les coups derrière Elisabeth, c'était Anders, non, c'était pas Elisabeth Denian, c'était Anna Anderson, pardon. Et donc elle a suivi les coups pour essayer de bloquer les adversaires d'Anna Anderson et pour qu'Anna Anderson prenne du champ. Mais je pense ça lui a coûté de l'énergie à ce moment-là.
Et pour moi, Clara Copponi est meilleure au sprint qu'Emma Norsgaard. Donc j'ai du mal à comprendre cette stratégie d'avoir mis Emma Norsgaard sprinteuse et pas Clara Copponi. Parce que pour moi, Clara Copponi, aujourd'hui, elle pouvait faire un bon résultat. Surtout qu'elle avait l'air d'avoir des jambes de feu. Donc déception de ce côté-là. Du côté de Phoenix de Koninck, je pense qu'on n'avait pas la bonne carte aujourd'hui. Elles n'avaient pas l'air d'être dans une forme olympique et elles ont souvent été à contre-temps. Donc c'est vrai que Julie David 2 finit seulement 12e. Devant Eugénia Bujac, donc comme je disais, chez Cofidis, on en place 2 dans le top 15. Mais on n'a jamais réussi à se trouver. Et puis Van der Duyn, un peu décevante. Voilà, la concurrente de la Canyon SRAM, mais on n'avait peut-être pas forcément également la bonne carte. Du côté de Saint-Michel, on est placé, mais pas gagnant. 18, 19, 22 et 26 pour le numéro complémentaire du côté de la Saint-Michel, préférence Homaubert 93. J'ai bien aimé leur approche collective. C'est vrai qu'on les a vus notamment à l'avant du peloton. On était vers 50 km de l'arrivée, 40 km de l'arrivée. Mais dans le final, elles n'ont pas réussi à exister. C'est dommage quand on est aussi nombreuses, voilà, dans ce groupe de tête. Sinon, pas grand-chose d'autre à dire du côté de cette épreuve. Si Mackay, vous voyez que Florité Mackay est loin, mais elle a crevé au mauvais moment. Enfin, elle a eu un problème mécanique dans les 10 derniers kilomètres. Donc, dans l'impossibilité de revenir. C'est dommage du côté de la Movistar parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'autres cartes aujourd'hui que Mackay. C'est vrai que la Movistar, depuis le départ quand même de Van Vleuten, c'est un peu la croix et la bannière du côté de cette formation. On a beaucoup de mal à obtenir des grands résultats, des résultats qui sont en adéquation avec l'histoire un petit peu de ce sponsor, surtout l'histoire moderne de ce sponsor du côté du cyclisme féminin. Bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!